quelqu'un où la question du paiement se posera. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et je pense qu'il y a deux paiements. Le paiement, classiquement le paiement d'argent, et puis le paiement que le client fait sur lui-même, par lui-même. Le paiement dans le sens du travail qu'il fait sur lui-même, et qui est pour moi un véritable paiement. Il n'envisage pas, parce que je ne sais pas à quoi il s'attend, s'il commence un coaching, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, il y aura un paiement. Ce paiement-là lui appartient. L'autre paiement, celui d'argent, sonnant et trébuchant, peut être aussi différent. Je voudrais évoquer quelque chose que j'ai vécu. Un jour, j'étais témoin d'un paiement d'un enfant dans un cabinet de psychothérapie qui, comme paiement, avait offert 3 pierres qu'il avait choisies, de toute évidence avec beaucoup de soin. Et je trouvais que c'était un paiement d'une très très grande beauté et très impliquant. Je l'ai senti comme tel. Et voilà, c'est peut-être pas le paiement qui vous intéresse, je ne sais pas, mais c'est un paiement. Je crois qu'un adulte peut venir travailler avec vous et vous payer avec de 1000 façons de vrais paiements, des paiements impliqués, qui ne sont pas d'argent, qui sont d'une ordinateur. C'est déjà bien quand la question est posée, en fait, dans l'échange que je donnais avec une des personnes que j'ai accompagnées, elle a elle-même posé la question. Elle a posé la question. Pour revenir sur le paiement, il y a effectivement, ne serait-ce que poser la question, c'est pour moi déjà un élément de paiement. Alors, juste là, c'est pas pour vous embêter sur la question que quelqu'un vous a utilisé, il y a eu don. Et moi, je pense qu'il n'y a pas don. Donc, c'était. Voilà, c'est pas pour vous embêter, mais parce que s'il y a don, il y a dépendance, et ça, il n'y a pas de problème. C'était pour faire la référence au don contre don, le livre de service. Alors, pour rebondir sur ces points-là, vous avez touché à des points sensibles sur lesquels on est en train de se poser la question. Sur votre première observation, il n'y a pas de, en tout cas de ma part, il n'y a pas d'objectif de temps. C'est au jugement de Marion. Et c'est souvent Marion qui me rappelle que le coaching, ce n'est pas éternel et qu'il faut qu'à un moment donné, ça se termine. Il n'y a aucun message salarié de dire on attend les résultats après un certain temps. Le coaching est ouvert. Et c'est ensuite le coach qui décide. Avec son coaché. Et voilà. Mais c'est vrai que Marion me dit souvent il faut qu'à un moment donné, ce qui est fait à ce coaching. Mais c'est pas, voilà, il n'y a pas du tout ce message pour les salariés de dire on attend quelque chose rapidement. Deuxième observation, c'est le devenir de Marion. Mais bon, de façon plus générale, moi je ne veux pas. Mais c'est vrai que je me suis posé la question quand on a discuté de l'intervention qu'on allait faire, etc. Et de comment je voudrais ensuite officialiser le coaching. Si j'avais une structure plus grande, si j'avais aucune contrainte en termes de ressources financières, en fait, je positionnerais probablement, comme je le disais, un coach qui ne ferait que ça. C'est-à-dire un coach interne à temps plein, qui fait partie de l'équipe de management. Donc, il n'y a plus de ce souci de proximité ou de positionnement hiérarchique. Et ce serait la solution idéale. Et là, c'est comme vous l'avez aussi mentionné, c'est un peu un métier en devenir. Je vois assez peu d'entreprises qui ont un coach interne, mais je vois très bien l'utilité, effectivement, dans son équipe de management, d'une personne qui sonde régulièrement l'état d'esprit des gens, ils sont dans le bon sens, c'est-à-dire qui alertent sur les soucis de façon générale qu'on peut avoir, et qui aussi peuvent intervenir de façon pointue, individu par individu. Donc là aussi, c'est à définir à quel point on est un coach collectif ou un coach individuel. Mais donc c'est un peu cette image-là que j'ai qui réglerait beaucoup de problèmes. Mais sinon, dans une structure plus petite avec des contraintes, où là on ne peut pas s'offrir un coach interne en temps plein, les questions se posent sur l'évolution de ça. Et le dernier, le point du paiement, c'est aussi ce que Marion avait soulevé, c'est comment est-ce qu'on valorise cette offre du point de vue du salarié. Parce que, en fait, le paiement du point de vue du coach, je crois que la question est assez facile à répondre. C'est soit effectivement un paiement, ou soit que ça entre
de façon formelle dans les objectifs du salarié avec un scorecard bien précis. Ça, il y a moyen de faire. Mais la problématique plus difficile, c'est effectivement du point de vue du salarié, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il valorise correctement l'offre qu'on lui a faite de coaching et comment est-ce que symboliquement on arrive à un paiement de sa part du service qu'il a reçu. Et là, je n'ai pas de réponse. Je très bien. Brièvement de la proximité du micro. J'ai quelques questions de compréhension plutôt sur les modes de fonctionnement que vous avez mis en place. Vous avez commencé déjà à vous expliquer un certain nombre de façons que vous avez mises en place. Donc, je suis Baudre Rabert, un coach, un entreprise. Quelques questions de compréhension aussi sur le complémentaire, sur la façon dont vous orchestrez ça. Tout d'abord, est-ce que vous laissez le choix dans le cadre d'un coaching prescrit? Est-ce que vous laissez le choix au manager de travailler avec Marion ou bien de travailler avec un ou plusieurs coachs externes? Donc, il est d'usage souvent de présenter 2-3 coachs différents. Est-ce que vous laissez ce choix possible au manager? Autre question, l'espace-temps du coaching. On sait qu'en coaching, en particulier pour un coaching qui est prescrit pour un manager en difficulté, il est souvent extrêmement important de pouvoir sécuriser un espace à l'extérieur des locaux de l'entreprise où la personne va pouvoir à la fois sortir de la situation de travail et des tensions éventuelles dans lesquelles elle se trouve, mais aussi éviter une forme de stigmatisation qui pourrait tout simplement résulter du fait qu'on la voit entrer dans le bureau de Marion, donc pas de façon recrutée, etc. Voilà, donc ça m'intéresserait de comprendre comment vous avez pu orchestrer ces préventions pour aussi entourer la personne et son image. Et enfin, une question aussi sur l'articulation, puisque Charles Watson est un cabinet RH, donc cette question-là n'est pas neutre, n'est pas sans importance pour vous. Quelle articulation éventuelle entre le fait qu'une personne soit dans un processus de coaching et l'évaluation, le processus d'évaluation? Vous venez de nous dire que la durée n'était pas forcément un problème pour vous. Néanmoins, j'imagine certainement que pour un manager qui bénéficie du coaching, on va à un moment donné y revenir dans le processus d'évaluation et attendre de lui une forme de mouvement. Alors au niveau du, je vais répondre au niveau du choix. Marion, peut-être au niveau de l'espace-temps et comment tu t'organises. De ce point de vue-là, je vois mal le local dédié au coaching parce que là, les gens verraient les gens rentrer et sortir et c'est pas quelque chose qu'on met en place. Au niveau du choix, je dois admettre qu'on n'a pas très bien fonctionné. On n'a eu qu'un cas de coaching prescrit, on a fait appel à Marion. Les autres, c'était des coachings volontaires. Et pour l'instant, c'est la RH qui disait, bon, ce cas-là est un cas trop problématique, donc on va faire appel à un coaching externe. Mais en rediscutant, c'est vrai qu'on s'est posé la question que, voilà, on ne se pose pas suffisamment la question en amont de l'alternative entre le coaching interne et le coaching externe. Et je crois que notre équipe RH arrive trop facilement à la conclusion qu'il faut un coaching externe. Et je crois qu'on devrait en discuter avec Marion, par exemple, de dire ce cas-là, est-ce qu'on fait un coaching interne ou un coaching externe, avec les avantages et inconvénients de chacun, mais probablement qu'on devrait favoriser plus que qu'on ne l'a fait le coaching interne sur des points. Parce qu'à part justement une problématique de proximité, ou vraiment où il y a quelque chose avec un fort degré de conflit potentiel, la solution coaching interne pour moi elle est là. De ce point de vue-là. Ensuite, au niveau de l'évaluation, c'est déconnecté. On ne refait pas la boucle ensuite par rapport aux salariés. En fait, il y a même des salariés où je ne sais pas s'ils ont été coachés par Marion ou non. Je ne veux pas le savoir. Et donc, le processus d'évaluation est comme pour tous les autres salariés. On regarde la feuille de route et on regarde les objectifs qui ont été faits ou non. Et on rentre pas, il n'y a aucune. Ça ne rentre pas dans la discussion de la performance et je ne voudrais pas que ça rentre en fait. C'est vraiment comme on expliquait tout à l'heure, c'est un processus en parallèle. On a un coaching prescrit ou non, parce qu'on a un accompagnement
qui est dans une autre dimension que celle qui est l'accompagnement du manager sur ses objectifs plus tangibles. Évidemment, à la fin, je disais, on s'attend à ce qu'il y ait un impact positif, mais on ne mesurera pas dans la feuille de route de l'individu au niveau de ses objectifs et de ses performances cet impact-là. Donc ça revient aux discussions qu'on a eues sur le paiement. Je crois qu'il faut autre chose pour évaluer de la part du salarié le bien qu'il a reçu et trouver autre chose. Rapidement sur Rapidement sur l'espace-temps et la problématique de dos en dehors, bien sûr que dans l'idéal, ce serait très bien qu'on ait un lieu neutre. D'ailleurs, je dirais que c'est un peu de notre responsabilité partagée avec nos coachés de ne pas le faire, parce qu'on voit très aisément aller dans un bar d'hôtel discret, écouter les choses se font aussi bien. On ne le fait pas. On a un petit salon qui n'est pas un bureau, qui n'est pas un bureau, on est en open space, il y a un peu de bureau fermé. En aucun cas, je vais dans le bureau des personnes que j'accompagne. Je leur propose de me rejoindre effectivement dans ce petit salon. Jusqu'alors, vraiment, on n'est pas tombé sur des problèmes avec la limite, parce qu'on a eu l'occasion d'être en face à face dans ce métier-là. Donc, quand je suis avec Pixou, je pense tout à fait en train de discuter des missions, honnêtement, je pense que c'est pas jusqu'alors pas un sujet. Voilà. Oui. Oui, je voulais Agnès Jousselin, coach interne en entreprise et présidente de l'association des coachs internes et coachs internes en entreprise. Quelques points. Vous avez parlé du coach qui est interne, qui a l'avantage de représenter ce qu'on attend de la personne. Ça me paraît significatif peut-être de quelque chose qui pourrait être l'ingérence d'un rôle proche du manager. Et en même temps, vous dites aujourd'hui, on se pose la question, on aimerait le positionner franchement, ce coach interne, mais voilà, il y a la méfiance par rapport au management. Moi, je trouve que dans cette situation-là, il y a un outil qui est extraordinaire, qui va vous permettre de clarifier très clairement les rôles, c'est le contrat tripartite, dans lequel s'engage le manager à donner des objectifs, qui ne sont pas des objectifs d'évaluation, bien évidemment, mais le manager reste à sa place et c'est lui qui dit à ce moment-là ce qu'on attend de personne. Et dans ce cadre-là, le coach interne peut rester totalement séparé et donc être vraiment coach comme il serait coach externe avec la connaissance de l'entreprise qui fait qu'il a appris, mais au moins il sera à sa place. Et je pense que c'est un signe que vous devez faire, c'est ce que j'ai pratiqué, où même pour les coachings dont la personne est à l'initiative, dont la personne est accompagnée de demandeuse, même si il faut qu'elle soit volontaire tout le temps, même dans ce cas-là, le contrat tripartite est extrêmement intéressant. Il forme le manager, le manager aussi change quelque part sa posture, et il permet vraiment de séparer les deux rôles et de rappeler les conditions de déontologie, d'un volontariat, confidentialité, etc. Ça, je trouve que c'est le contrat tripartite, il est extraordinaire. Aussi dans ce cadre-là, en fait, chacun a sa place. Deuxième point, vous parliez d'individuel et collectif, peut-on accompagner un collectif et les collaborateurs en même temps. Comme tout coach, quasiment comme tout coach, j'aurais presque envie de vous dire, bah non, théoriquement vous ne pouvez pas, d'autant plus que visiblement vous êtes dans une toute petite structure, si j'ai bien compris, ça pose déjà la question, où est la hiérarchie de tous les deux coachés. Voilà, donc moi j'aurais envie de dire attention d'autant plus quand on est coach interne, au mélange des postures qui peuvent effectivement impacter aussi des fantasmes. Voilà. Il n'y a pas seulement ce que moi je suis capable de dire en tant que coach. Ok, moi je suis capable de coacher lui et de coacher le collaborateur, mais il y a aussi tout ce que ça impacte comme image, comme fantasme, qui vont à l'encontre potentiellement de la confidentialité et au moins de quelqu'un qui va se livrer. Voilà. Les deux rangs. Une question alors que j'ai pour vous, est-ce que vous avez eu des cas où la personne ne voudrait pas que son manager soit informé
qui est besoin de coaching. Dans ces cas-là, on travaille avec elle en avance. On fait 1 ou 2 séances qui sont presque des analyses de demande. Et ça nous était déjà arrivé dans ces cas-là de faire appel à un DRH ou une fonction annexe, mais de quelqu'un qui représente l'entreprise. Merci Simon, merci Marion. Il y aura d'autres questions. Il y a un deuxième moment dans cette soirée. On a compris que le coaching interne se construit en France. C'est quelque chose d'intéressant d'avoir ici le témoignage aussi d'une certaine vision anglo-saxonne, c'est une chose ainsi. Et il se construit, et d'autant plus de façon intéressante que ce sont, vous l'avez dit madame, des petites structures. On peut parler de PME, même si d'abord ce n'est pas une PME, mais en réalité le coaching interne se fait dans une petite structure. Alors ça me permet de faire la transition avec Hélène Oublier, qui est ici présente, qui va nous présenter son entreprise, sa PME, sa fonction, et je vais présenter d'abord Hélène Oublier, 10 années au sein du leader de la parapharmacie. Elle a gravi les échelons avec brio, animatrice de réseau aujourd'hui à Ethnicia, qui est une PME fondée par Saint-Paul Sag, et elle fait avancer ainsi une vingtaine de centres de beauté. Autre élément de la biographie d'Hélène, elle a fondé la musique et les arts de Paris et a pris la vice-présidence du Collégium musical de Poissy avec Yannick Camange, ici présent, et que je remercie de sa visite, dans le but de mettre en œuvre des créations d'arts musicaux dans un esprit d'humanisme et de diversité. Et en parallèle, Hélène, vous animez des billets, Mediapart, du Field et de plus du Nouvel Observateur. Alors, avant de vous laisser la parole, une question peut-être pour lancer le sujet. Le coaching interne dans une petite structure, une PME, en quoi est-ce que c'est un levier pour développer l'entreprise? Un levier dans l'entreprise. Ensuite, vous parlerez un petit peu peut-être de votre fonction, de parcours dans l'entreprise. Bonsoir à tous. Merci Thierry pour cette jolie présentation. Donc le coaching interne, effectivement, avec le développement dans les entreprises, je l'ai plutôt ouverte. Pourquoi je pense par sa capacité à donner l'impulsion aux autres, à leur apporter effectivement une communication, une aisance et un accompagnement. Je m'étais curiosité effectivement les mots